Ok, bonjour, on va commencer le live. Si vous pouvez m'indiquer que vous m'entendez bien, etc., que la musique est pas trop forte, ça m'arrangerait via le chat. Bon, c'est la première, hein, donc ça risque d'être un petit peu bordélique. Mais on va commencer. Si quelqu'un est dans le chat. Non, normalement, je fais tous les tests et ça devrait fonctionner. Je vais juste préparer mes fenêtres. Ok, parfait. Alors, bienvenue sur ce live. L'idée aujourd'hui, en fait, ça va être d'explorer un petit peu IPv6. Alors, je vais pas faire un cours IPv6, ni expliquer forcément le pourquoi du comment, est-ce qu'on est passé d'IPv4 à IPv6. Le but, ça va plutôt être d'expliquer les différents mécanismes de transition qui existent pour passer d'un monde IPv4 dans un réseau d'entreprise ou même un réseau domestique à un monde IPv6. Ou du moins compatible IPv6, tout en gardant IPv4. Ces mécanismes de transition, en fait, c'est un sujet du CCNP Design, ENSLD, que je suis en train de préparer. Et l'idée, ça va être de regarder un petit peu ensemble les différents moyens qu'on a de faire cohabiter les deux mondes dans le cadre de cet examen. Donc c'est pas forcément quelque chose d'exhaustif, c'est pas forcément quelque chose d'hyper à jour non plus, parce qu'aujourd'hui, IPv6 est quand même vachement bien déployé. Et les mécanismes qu'on va étudier aujourd'hui, ils étaient valables, on va dire, dans les années 2010, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, certaines entreprises ou certains FAI les utilisent encore. Néanmoins, ça fait partie de l'examen, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Pendant que je prends mes notes avec moi, on va juste rappeler rapidement pour se remettre dans le contexte. Donc IPv6 a été designé pour d'une part combler au manque d'adresses disponibles en IPv4. En IPv4, on a à peu près 4 milliards d'adresses possibles. Alors dans les années 80, c'était pas problématique, mais aujourd'hui on se rend bien compte que sur Internet, on a un peu plus de 4 milliards d'équipements connectés. IPv6 adresse ce problème du coup avec, disons, une plage d'adresses qui est quasiment illimitée, mais aussi permet pas mal d'améliorations par rapport à V4. Avec le recul en fait et avec la démocratisation d'Internet, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on pouvait faire de façon un peu plus élégante, et notamment IPv6 n'utilise pas de broadcast. Enfin, il y a pas mal de mécanismes qui sont mis en place pour rendre l'autoconfiguration du réseau plus simple, etc. Je vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est pas le but. Encore une fois, le but c'est pas de faire un cours d'IPv6, c'est plutôt de montrer les mécanismes qu'on a pour passer de l'un à l'autre. Alors aujourd'hui, on peut se dire, c'est trivial. Enfin, tous les PC ont deux adresses IP, deux catégories d'adresses IP, une V4 et une V6. En général, on a l'IPv4 que nous fournit, on va dire, notre box quand on est à la maison. C'est une IP qui appartient à un réseau privé, donc généralement 192.168. Et une ou plusieurs adresses V6. Alors il y a toujours une FE80, ça c'est une adresse locale. Dès qu'un équipement supporte IPv6, il a cette adresse-là. Et quand notre FAI, notre fournisseur d'accès Internet, nous donne la possibilité d'avoir accès au réseau IPv6, eh ben, on va avoir au moins une adresse, voire en général plusieurs. Windows par exemple, mais c'est le cas pour Linux aussi,
va générer des adresses temporaires, etc. pour éviter le tracking. Donc c'est pour ça souvent quand on regarde nos adresses IPv6, on en a pas mal. Donc aujourd'hui, globalement, les équipements, les PC, les serveurs, etc., ils ont tout un ensemble d'adresses IPv6 qui cohabitent avec l'adresse ou les adresses IPv4. Alors c'est pas le cas pour tout. On a notamment les objets connectés. Je sais pas trop pourquoi les objets connectés ils ont tout le temps des stacks réseau un petit peu explosés. Je pense que c'est parce que la plupart des devs, une partie des devs ne sait pas faire de réseau en fait et du coup ils prennent un peu la stack par défaut basique, voilà, hyper basique. Ce qui fait qu'on a des objets connectés généralement qui font du Wi-Fi dans des vieilles techno Wi-Fi qui font pas de 5 GHz, etc., etc. Que ce soit des ampoules, des aspirateurs. Généralement, ouais, les objets connectés, ils sont un peu à la bourre au niveau réseau. Mais à part ça, et à part des objets industriels, je pense à des machines-outils, je pense à des automates, ou à je sais pas, des trucs d'imagerie médicale, des machins comme ça, qui eux, effectivement, c'est un peu le même délire, le truc industriel, ils sont tout le temps à la ramasse niveau réseau, ils n'implémentent pas d'IPv6. À part ça, Internet, la plupart des opérateurs le déploient massivement. Énormément de sites sont accessibles aujourd'hui en IPv6 et donc la plupart des box fournissent une adresse IPv6. Ça dépend des opérateurs. Quand j'étais en ADSL il y a quelques années, Bouygues Telecom me donnait pas d'IPv6, mais aujourd'hui en fibre il me le donne. Je sais que Free a toujours été très à jour là-dessus, mais globalement mon propos c'est que la plupart des équipements aujourd'hui disposent de la fonctionnalité IPv6. Et heureusement, ça date des années 90, hein, V6. Donc c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Bon, ça c'est tout un sujet, c'est tout un débat, on rentrera pas là-dedans. Mais qui progresse et aujourd'hui c'est évident que un PC qu'on va acheter, même bon marché, sa stack réseau, elle va implémenter V6. Et ce depuis Windows XP, je pense, à peu près. Donc ça fait un bon bout de temps. Néanmoins, il y a eu une période où IPv6 ça restait nouveau et selon la durée de vie des équipements réseau et des PC et des serveurs, qui est on va dire entre 5 et 15 ans, il y a eu une période où IPv6 était quelque chose de nouveau et pas forcément implémenté partout. Et donc quand on veut passer de il n'y a pas d'IPv6 dans notre réseau à on veut IPv6 dans notre réseau et on veut que ce soit le réseau principal, que ce soit le protocole de niveau 3 principal, on peut pas le faire instantanément en fait, parce qu'on dépend du matériel, ou du moins on dépend des versions logicielles du matériel. Et quand on a un cœur de réseau avec des châssis extrêmement chers qui coûtent 50 000 $, etc., on n'a pas forcément envie de les changer juste pour passer sur un réseau IPv6. Mais malgré tout, on veut profiter des avantages d'IPv6. Donc il faut imaginer une période transitoire en fait où on passe d'un monde full IPv4 à un monde où on est en IPv6 et éventuellement en IPv4 en backup. On va dire ça comme ça. Mais ça vient pas instantanément. On doit attendre des mises à jour, on doit attendre éventuellement des renouvellements de matériel. Et donc ça prend du temps. Et ce temps-là, il faut qu'on puisse travailler malgré tout. Donc c'est jamais du Big Bang, sauf si on part de ce qu'on appelle un greenfield, c'est-à-dire on part de zéro, où là on fait ce qu'on veut, on achète ce qu'on veut, etc. On doit gérer cette période transitoire. Donc l'idée en fait, ça va être de regarder un petit peu les différentes stratégies de migration qui existent. Bon, ça paraît pas du tout sexy dit comme ça. Le fonctionnement interne d'IPv6, quelque part, on s'en fiche un petit peu dans le cadre de ce stream. Ça fera éventuellement l'objet d'un autre stream, mais en vrai il y a tellement de docs là-dessus, il y a tellement de cours, il y a tellement de choses que je pense pas que j'en ferai forcément un focus. Et d'autant plus que je suis pas non plus un expert en IPv6. Hein. Encore une fois, c'est dans le cadre du CCNP, donc tout ce que je vais dire c'est très théorique, c'est issu des guides officiels, c'est issu des livres blancs de Cisco, etc. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une partie de ce que je vais dire qui n'est plus utilisée, qui est obsolète. Mais c'est intéressant malgré tout de se poser la question sur comment est-ce qu'on fait quand on a un réseau V4 et qu'on veut accéder à du V6. On va voir, il y a plein de cas différents et on va commencer, je pense, par quelques schémas
qui vont nous permettre de comprendre justement ces différents cas. Si je dessine, alors normalement si je fais ça, yes, ça devrait fonctionner. Je vais juste régler ça comme ça, et ça devrait aller. Ok. Donc, ok, ça fonctionne. On va imaginer un premier cas. On va dire qu'on a notre réseau. On va avoir des PC ici. Ok. Ça, c'est un PC. Bon, il est connecté à son switch d'accès. Tac, tac. Alors, les dessins sont absolument affreux. Je pensais qu'avec une tablette graphique, j'allais être un peu plus doué qu'à la souris, mais en fait, c'est quasiment pire. On va faire ça joli. Alors, un switch, généralement, on le représente comme ça. Hein. Je simplifierai mes schémas après, parce que là, c'est un peu la cata. Donc, notre PC, il est connecté à son switch d'accès, très bien. Et généralement, ce qu'on a, ça va être un switch... On appelle ça un switch de niveau 3. J'ai horreur d'appeler ça comme ça. Moi, j'appelle ça un routeur, parce qu'il route. Donc, on va avoir un routeur ici, et puis un éventuel routeur passif ici, avec du VRRP, qui permet d'avoir une passerelle qui passe d'un routeur à l'autre, en cas de défaillance de l'un, et généralement, on va être du coup double attaché comme ça. Ok. Et au-dessus, on a éventuellement notre couche de cœur. On va dire qu'on est câblé comme ça. Voilà. Ok, bon, ça c'est un réseau d'entreprise classique. Maintenant, imaginons un cas où notre PC il veut parler en V6, mais cette partie-là, elle parle pas en V6, elle parle uniquement en V4. Donc un routeur qui reçoit une trame V6, un paquet V6, un routeur IPv4 qui reçoit un paquet IPv6, il comprend pas. Il arrive, la trame elle arrive sur le routeur, parce qu'il en est destinataire éventuellement, mais il comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit IP version 6, bah moi je connais pas, moi je connais IPv4. Donc il drop, et s'il drop, bah on n'a pas de réseau, ça communique pas. C'est problématique. Mais imaginons que cette couche-là, la couche de cœur, elle parle V6. Et elle nous permet d'accéder. Alors je vais essayer de me déplacer sur ce truc. Comment on fait? Comme ça. Hop. Voilà. Elle nous permet d'accéder, cette couche-là. Mettons à nos serveurs. Mais on va dire que nos serveurs sont en V6. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, imaginons du coup qu'on va avoir ici, allez, je vais faire ça comme ça, un peu plus gros, un top of rack, donc un switch qui sert les serveurs, et ici, un serveur. Ok. Nous, on a envie en gros de parler à ce serveur en IPv6. Alors l'IPv6, je vais le représenter en vert comme ça, et puis l'IPv4, je vais représenter en rouge. Voilà. Le problème, c'est que si au milieu, on a des équipements V4, la communication ne va pas pouvoir se faire. Alors on peut se dire, bah ouais, mais il suffit de mettre V6 là-dessus. Mais je vous rappelle, on est dans un contexte imaginaire et en fait historique où on n'a pas accès à ça. On n'a pas... ces équipements-là, on les a achetés un jour, il n'y avait pas de V6 dessus. C'est des gros châssis Cisco qui coûtent la blinde. On va pas les remplacer de sitôt. On va les remplacer plus tard quand ils seront obsolètes. Mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, quoi. Donc comment on fait? Bah là, quand on pense réseau, en général, il y a un truc qui nous vient assez rapidement en tête, c'est l'encapsulation. L'encapsulation, hein, c'est le fait... Bah, c'est sûr sur quoi est basé le réseau. Je vais pas faire un cours complet de réseau ici parce qu'on en aurait pour à peu près 14 heures. Mais l'idée, ça va être de se dire, bah, on a un réseau IPv4, ok, il marche. Et dedans, la charge utile de ce réseau IPv4, ça va être de l'IPv6. C'est un tunnel tout simple. Alors on peut imaginer utiliser un protocole d'encapsulation classique comme GRE, GRE. Pour ceux qui veulent creuser, ah là là, GRE, GRE. GRE, c'est simplement quelque chose qu'on va mettre dans IPv4 qui va nous permettre de mettre n'importe quoi à l'intérieur. C'est une façon de faire. On pourrait monter un tunnel GRE. Alors entre
où on veut et où on veut, entre n'importe quel tenant L3 à n'importe quel aboutissant L3. Et on peut imaginer du coup un tunnel V6, alors mettons entre notre PC, ici là, et le routeur de cœur. Si on fait un tunnel GRE ici, comme ça, et bien nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre paquet IPv6 qui va être mis dans un paquet IPv4. Et on va avoir GRE entre les deux. Là. Ça, c'est faisable. Ok. On a un autre moyen, c'est d'utiliser, de mettre un paquet IPv6 directement dans le paquet IPv4, sans forcément passer par GRE. C'est faisable aussi. C'est défini dans une RFC, même dans plusieurs RFC, que je les retrouve. Ça doit être la RFC. C'est pas vraiment celle-là. 2893. Si on va aller voir ça, RFC 2893. Qu'est-ce que ça nous dit? Mécanisme de transition pour les hôtes et routeurs IPv6. Alors, on va pas forcément la lire. On voit que c'est un standard qui a été mis à jour. On va aller voir les dernières mises à jour. Là, voilà la dernière mise à jour. En fait, c'est la 4213. Je vais noter ça. Oui, d'accord. Ok, 4213. En fait, ça va définir justement les mécanismes de transition basiques. Je vais le mettre comme ça, on verra mieux, à mon avis. Ouais. On va commencer par ça, parce que c'est le plus simple. Sans lire toute la RFC, en fait, l'idée, c'est qu'on va... voilà, bah c'est très bien, je voulais un schéma. On a nos données, on les met dans du TCP, par exemple. Et nous, on les met dans de l'IPv6. Le but, c'est de parler au serveur en IPv6, ici. Et bien en fait, tout ça, ça va être la charge utile d'un paquet IPv4. Et ce paquet IPv4, et ben on va l'envoyer à ce routeur-là, à cet endroit-là. Et ça, c'est faisable, parce que notre PC, il sait parler IPv4. Bon, là, c'est de la commutation, c'est transparent. Il va arriver sur sa passerelle IPv4 ici, pas de problème. Ça va être routé vers cette interface-là, pas de problème. Et on va pouvoir arriver sur ce routeur-là. Et ce routeur-là, il est aboutissant de notre paquet IPv4. Mais dedans, il contient un paquet IPv6. Et ce paquet IPv6, eh ben, il va pouvoir aller rejoindre le serveur. Donc encore une fois, on peut faire ça en GRE ou on peut faire ça de façon directe, on va dire. Alors bon, évidemment, il faut se poser des questions par rapport au MTU. MTU, c'est la taille max d'un paquet. Quand on commence à faire de l'encapsulation, la charge utile finale, on va dire, elle est forcément réduite. Parce que de toute façon, à la fin, la trame, elle doit faire 1500 octets. Le contenu de la trame doit faire 1500 octets. En tout, une trame Ethernet, ça fait 1518 octets. Donc, le paquet IP doit faire 1500. Mais si on met un paquet IP dans un paquet IP, les 20 octets de header IP, on doit les enlever de notre charge utile finale. Ça, c'est la base de l'encapsulation. Donc, dès qu'on commence à mettre en place des tunnels, forcément, on réduit la taille de la charge utile à la fin. Parce qu'on se rajoute de l'entête. On se rajoute une entête IPv4. Et une entête IPv4 de mémoire, ça fait 20 octets. Ça, faut faire attention. Mais ça nous permet d'accéder comme ça. Alors, ça c'est très bien, mais c'est très manuel. Quand on fait des tunnels manuels comme ça, avec GRE ou avec l'encapsulation directe, V4 sur V6 sur V4, pardon, on doit la configurer manuellement parce que qu'est-ce qu'on doit, qui doit parler à qui, on doit le définir manuellement. Notre PC là, c'est qui fait son tunnel? Est-ce que c'est lui qui monte son tunnel lui-même vers le routeur ici, ou est-ce que on monte le tunnel du PC au serveur directement? C'est possible aussi. Alors sous Windows ça va être pète couille, mais sous Linux ça va être beaucoup plus simple. C'est faisable avec un tunnel GRE sans problème. Est-ce qu'on le fait de routeur à routeur? C'est possible aussi. Mais sauf que mon routeur là, il sait pas parler V6, donc de toute façon,
ça va être un peu compliqué parce que le paquet, là, s'il sort en natif V6, il va être droppé au niveau de mon routeur, donc ça, c'est pas possible. Donc là, on pourrait imaginer, ouais, c'est le PC qui monte son greu à destination de ce routeur-là qui fait du V6 pour bypass, entre guillemets, ce routeur-là. Enfin, pas le bypass, évidemment, le paquet, il est routé, mais une couche en dessous, au niveau V4. Suivant la topologie du réseau qu'on a, on peut imaginer toutes sortes de scénarios dans ce genre-là. Mais tout ça, ça reste manuel. C'est pas génial. On peut imaginer éventuellement un autre scénario. Je vais passer ici. Notre autre scénario, on va se dire que, en fait là, on va avoir un site que je représente sous forme d'un joli nuage V6. Tout notre site est V6. Donc j'ai mon PC, il est V6, content. J'ai éventuellement un routeur ici qui est V6, très bien. Et puis j'ai aussi, je vais le faire en noir celui-là, un routeur de bordure qui va lui être V6 également. Donc là c'est très bien. J'ai un réseau IPv6 complet. Contrairement à juste avant où j'exposais un cas où on avait un réseau IPv6 partiel. Là c'est pas du tout le même cas. On a un réseau IPv6 complet. Bah du coup de quoi on se plaint? De rien du tout. On peut très bien adresser nos serveurs. Là si je me mets un serveur dans mon réseau, hop, voilà on va dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On va dire que j'ai un serveur ici sur un autre réseau, très bien. Je l'adresse en V6. On va avoir un autre site. En fait, on appelle ça un îlot IPv6 ici. Ok. Ça, c'est du V6. Et on a également un routeur ici avec un PC ou un serveur. Et on a également, du coup, un routeur de bordure. Et vous voyez arriver le truc de façon évidente. C'est qu'ici, bah en fait, on a un backbone V4. Alors, ce backbone V4, ça peut correspondre soit à notre fournisseur de VPN, parce que ça, c'est ni plus ni moins qu'un VPN, si on veut joindre les deux sites. Ça peut être un réseau privé, ça peut être un réseau à nous qui n'est juste pas encore migré en V6, ça peut être tout un ensemble de choses. Ou tout simplement Internet. Internet, je vais le représenter sous forme d'un arrobas comme ça. Imaginez, vous avez votre routeur de bordure qui lui n'a qu'une V4 publique, côté Internet, mais il fait du V6 à l'intérieur. Ben, vos deux sites là, ils peuvent pas parler. Parce qu'encore une fois, ça demanderait d'envoyer des paquets IPv6 à un réseau IPv4. Ça, c'est pas possible. IPv6 et IPv4 ne sont pas compatibles. C'est impossible de faire cohabiter les deux. Il faut ruser, il faut des astuces. Et c'est justement tout l'objet de ce stream, c'est de vous montrer les différentes astuces. De vous montrer, ou plutôt, en vrai, de réfléchir ensemble. Parce que je prétends pas faire un cours ici. Je prétends vraiment exposer les différentes possibilités qu'on a et puis réfléchir à comment ça marche. Donc là, bah, la solution, c'est là encore un tunnel. Donc on voit que les tunnels, ils vont bien nous servir parce que, en fait, si je fais un tunnel, allez, je vais le faire en bleu. Si je fais un tunnel comme ça, et que bah, mon tunnel, il va se baser sur les adresses IPv4 qui sont celle-ci et celle-ci, ces adresses-là sont routables sur Internet, sur l'Internet V4. Donc, lui, ce routeur-là, sur son IP là, on va dire, allez, on va dire c'est 1, 2, 3, 4. C'est une IP routable. Et lui, on va dire, son IP là, c'est 5, 6, 7, 8. Ok. Ben, si ce routeur-là ping 5, 6, 7, 8, ça répond. Parce qu'on est sur le réseau Internet, il est routable, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on est capable de monter un tunnel. C'est-à-dire, on est capable de mettre en place un tuyau ici. Alors, ça peut être un tunnel greu, ça peut être un tunnel directement IPv6 sur IPv4, ou un tunnel couche 7, c'est-à-dire du WireGuard, un VPN SSL, peu importe, un tunnel sur UDP, quoi.
enfin sur UDP ou sur TCP. Donc du OpenVPN, du FortiClient, du AnyConnect, peu importe. N'importe quel tunnel. On est capable de le faire. Si on est capable de monter un tunnel entre ces deux autres-là, on fait passer absolument ce qu'on veut dedans. Si on fait passer ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut faire passer les paquets IPv6. Il suffit de configurer les bonnes routes au bon endroit. Et donc, on va avoir notre PC, ou notre PC ici, qui va envoyer un paquet IPv6 à, à sa passerelle, qui va la router vers, on va dire, sa passerelle, qui sort par défaut là. Et lui, il sait que, via des mécanismes de configuration qu'on pourra regarder, il sait que les paquets IPv6 qui sont à destination de ce site-là, il faut les envoyer dans un tunnel GRE. Ou peu importe, un tunnel. Du coup, le paquet, il est mis en stand-by, entre guillemets, il est mis dans un paquet IPv4 qui lui est routé sur le backbone d'Internet pour arriver finalement à destination. Et lui, il se dit, ah tiens, j'ai reçu un paquet GRE sur mon interface 1234. Je vais le décapsuler et je vais l'envoyer à la destination. Encore une fois, ça c'est le principe de base d'un VPN. En général, quand on fait du VPN, NordVPN ou peu importe, ou VPN Forti, voilà, on encapsule du V4 dans du V4 ou du V6 dans du V6. Mais en fait, on peut très bien encapsuler du V6 dans du V4. C'est pas un problème et c'est ce qu'on fait ici. Alors, la RFC ne parle pas de protocole couche 7, on parle vraiment de protocole plus bas niveau. Donc ici, on met un IPv4, enfin on met tout notre payload IPv6 dans un IPv4. Ok. Alors, ces tunnels, justement, pour l'instant, on l'a dit tout à l'heure, ils sont manuels. C'est-à-dire que si on regarde... comment je me déplace, moi? Si on prend un autre réseau ici, avec un autre routeur de bordure, qui fait du V4 et du V6, je vais devoir monter un tunnel par site. C'est acceptable à petite échelle, mais à grande échelle, ça va être très compliqué à maintenir. C'est beaucoup de configuration, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ajoute un site, il faut se farcir la configuration de tous les routeurs de tous nos sites. Ça peut vite être compliqué à maintenir. Et surtout, imaginons, on veut adresser un nombre arbitraire de sites. Mettons, vous voulez parler à un îlot IPv6 quelconque d'une autre entreprise. Est-ce qu'on doit maintenir une sorte d'annuaire de tous les îlots IPv6 qui existent pour pouvoir savoir comment configurer nos routeurs, etc. Non, ça va être impossible de faire ça. Il nous faut un moyen de standardiser la chose, quelque part. De la rendre un peu plus dynamique, un peu plus flexible. Et c'est là où on va arriver sur une techno qui est décrite dans la RFC 3056. Connexion de domaine IPv6 via des clouds IPv4. Bon, on va regarder s'il y a des jolis schémas. On va pas dire la RFC évidemment. Je vais plutôt la résumer. Ce protocole, il s'appelle 624. C'est simple. Il va tirer parti de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on a un paquet V6. Et on va le mettre dans un paquet V4. Et donc, la payload de ce paquet, j'ai l'impression que la musique est super forte, je sais pas, faut me dire. La charge utile de ce paquet V4, c'est notre paquet IPv6 complet. Okay. La subtilité, ici, c'est qu'on va utiliser un préfixe IPv6 dédié, qui est 2002
/16. Bon alors, faut être habitué à la notation IPv6. Encore une fois, c'est pas un cours d'IPv6, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet. L'idée derrière ça, et je reprends mes notes pour pas dire de bêtises, de ce que j'ai compris, encore une fois, attention, c'est que quand on a un îlot IPv6 comme ça, le préfixe qu'on va lui donner, le préfixe IPv6 qu'on va utiliser pour tout cet îlot-là, ça va être 2002, 2 points, pardon, hop là, toc. Et la suite du préfixe, après 2002, ça va être l'IPv4 du routeur, évidemment au format hexadécimal. Donc par exemple, 5, 6, 7, 8 en hexadécimal, ça va s'écrire 0,5, 0,6. Et d'ailleurs, l'IP va être beaucoup trop grande. Donc 2002, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Et du coup, ça va nous donner un /46, si je me trompe pas. 48. Oui, 46, n'importe quoi. 48. Ça, c'est un préfixe IPv6 routable sur l'internet V6. Et du coup, c'est cool, parce que si ce préfixe IPv6 est routable sur internet, ça veut dire que n'importe qui peut le joindre. N'importe qui, à condition d'implémenter le protocole 624. Ce protocole-là, c'est justement cette règle qui dit, bah, en fait, tous les préfixes en 2002, et ben, cette partie-là, c'est une IPv4. Et en fait, c'est l'IPv4 que vous devez utiliser pour joindre ce routeur sur l'internet V4. Ok ? Donc en fait, quand on a un site ici en V6, ce site-là, il veut joindre ce PC-là, il connaît via DNS ou peu importe son IPv6. L'IPv6 de ce PC-là, on va dire que ce PC il a l'IP10. Ça veut dire que son IP c'est 2002 05 06 07 08 2.2.10. Ok. S'il n'y a pas de sous-réseau à l'intérieur, mais peu importe. Du coup, ce PC, il se dit, bah ok, je vais envoyer un paquet à 2002 05 06 07 08 2.2.10. Ça, c'est la destination. La source, ça va être finalement la même chose, mais sur un autre réseau. Ce réseau-là, vous l'aurez compris, c'est 2002 0102 03 04 2./48. Et puis ce PC, on va dire que c'est A. Voilà. La source, ça va être 2002 0102 0304 2.2.A. Cette IP, elle est routable sur internet. Donc ce PC, il se pose pas la question, il se dit bah je l'envoie ma passerelle par défaut, de toute façon. Il envoie le paquet au routeur qui est ici. Ce routeur, il se dit bah ok, 2002, moi ça tombe dans la route par défaut, là 2.2. Comme ça. Je l'envoie donc à ma passerelle par défaut. Et ce routeur, il est spécial. Et c'est le seul routeur spécial du réseau. Les autres routeurs et les autres PC, ils sont pas au courant que cette adresse, elle est spéciale. Parce qu'elle commence par 2002. Et ça, c'est la RFC qui le veut. C'est parce que c'est la RFC Intel, là, qu'on a cette configuration particulière. Avec le fameux 2002. Ce routeur, qu'est-ce qui se passe ? Il va se dire, ok, c'est une adresse en 2002. Et donc, je vais regarder ça.
ce champ-là, c'est 1, 2, 3, 4 octets. 4 octets, c'est une IPv4. 5, 6, 7, 8. Il l'extrait et il en déduit une adresse IPv4. 5, 6, 7, 8. Alors attention, là c'est de l'hexadécimal, là c'est du décimal. Donc des fois ça donne des trucs qui sont pas très lisibles. Mais le routeur il s'en fout. Il fait pas la différence entre de l'hexa et du binaire. Enfin, il traite que du binaire. Donc la représentation en hexadécimal, il la voit pas. Contrairement à nous, il représente tous les chiffres de la même façon. Nous, des fois on les représente en hexa, des fois on les représente en binaire, des fois on les représente en décimal. Donc le même chiffre n'est pas toujours représenté de la même façon. C'est ça que je veux dire. 5, 6, 7, 8, c'est l'IP à laquelle il va falloir envoyer le paquet V4, c'est-à-dire ce routeur-là. Et ce routeur-là, quand il reçoit un paquet à destination de lui, eh ben, il va le dépiler, enfin il va le désencapsuler, pardon, et il va transférer le paquet V6 là-dedans. Donc en fait, pour résumer, on a notre charge utile applicative. Ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi, on s'en fout. Elle va être dans un paquet, dans un datagramme, on va dire TCP, mais ça, vraiment peu importe. On peut mettre absolument, ce qu'on veut là-dedans. Ok. Donc, on est dans un datagramme TCP. Et ce datagramme TCP, il est dans un paquet V6. Et en fait, ce paquet V6 à destination de 2002, blablabla, et c'était 2.10, je crois. Et ben en fait, on va le mettre dans un paquet IPv4 à destination de 5, 6, 7, 8. Ça, c'est routable. Ça, ce truc-là est routable sur Internet. Donc ça, on peut le transporter sur Internet, sans problème. Si on peut le transporter sur Internet, ça veut dire que ce routeur-là est joignable. Et donc ça veut dire que il va pouvoir être destinataire de notre paquet. Il va pouvoir le recevoir. Et s'il reçoit notre paquet, ça veut dire qu'il va pouvoir aller choper le paquet IPv6 qui est contenu à l'intérieur. Et il va pouvoir l'envoyer à destination. Et le retour s'effectue de la même façon. Le retour, comme la source c'était 2002 blablabla 2.2.a, le retour que je vais mettre en orange là, hop, ça c'est full V6. On est sur un paquet à destination de 2002 0102 03 04 2.2.a. Et lui, il sait que, c'est un 2002, et bien il faut que je regarde ce champ-là, enfin ce champ-là, cette partie-là de l'adresse plutôt. C'est 1, 2, 3, 4. Du coup, on va créer un paquet IPv4 dans lequel on va mettre le paquet IPv6 qu'on nous a confié. On va l'envoyer là en le routant tout simplement sur Internet. Et il va pouvoir arriver à destination. Ok? Ça, c'est 624. Ça s'appelle comme ça. Et devinez quoi, c'est obsolète. Alors, c'est plus utilisé. La RFC semble toujours d'actualité. Parce que je vois pas... Alors, on voit que ça date de 2001. C'est quelque chose de très très vieux. Mais je ne vois pas de... Non, on est bien sur une RFC. Elle n'est pas obsolète. C'était bien celle-là, 624, je sais plus. C'est la 3056. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. 624 pseudo-interface. Donc c'est une interface tunnel en fait. On est bien sur du tunnel là. Et ce qu'on voit, si on regarde un peu plus bas, je pense, c'est que on va avoir ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est du simple tunnel où on met de l'IPv6 dans l'IPv4.
Bon, c'est pas marqué ici, je sais plus où c'est. Je vous invite à lire la RFC si ça vous intéresse. Le problème de ça, en fait, c'est que ça pose des problèmes. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore expliqué dans ce mécanisme. Je vais refaire quelque chose de propre. Parce que là, c'est n'importe quoi. Hop, je refais mon îlot IPv6. Mon autre îlot IPv6. Mon backbone IPv4. Mes routeurs de bordure. Ok. Je vais mettre un autre routeur de bordure ici, on va voir pourquoi. C'est pas vraiment un routeur de bordure d'ailleurs. Pour l'instant, je vais pas le faire en fait. Je suis un peu emballé là. Ok. Donc, on a notre PC ici. Tac. Il veut communiquer avec notre PC ici sur un autre îlot. Qu'est-ce qui se passe si notre site ici, là, il veut communiquer avec Internet V6? Parce que là, on parle d'îlots isolés qui ont des adressages spécifiques en 2002. Mais bon, Internet V6, il n'est pas adressé en 2002, il est adressé en tout ce qui est en 2000, globalement. Voire plus que ça, en fait, aujourd'hui. Bon, peu importe. Parce que quelque part, cohabite un Internet V6. Ça, c'est Internet V6. Ça, c'est Internet V4. Je vais mettre un petit 4 et un petit 6. Ok. Du coup, comment on fait pour communiquer là? Alors, soit on a de la chance et on a un routeur V6 qui est connecté dessus. Mais si on a ça, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser 624. Parce que ça veut dire qu'on est capable de joindre Internet V6. Alors, sauf si ce site-là, effectivement, ne dispose pas d'un accès à Internet V6, auquel cas, effectivement, il n'est joignable que via ce routeur-là. Mais ça, on va dire qu'on ne l'a pas. Et bien en fait, il va falloir utiliser un relais. Un relais, c'est une sorte de routeur qui est entre les deux, à qui on va pouvoir adresser des paquets IPv4. Mais avec dedans un paquet IPv6. Donc c'est le même principe en fait. Sauf que là, c'est pas en fonction d'une adresse spécifique. Parce que ce PC là, s'il veut joindre, mettons 2000 2.2.1, et que 2000 2.2.1 c'est un serveur qui est là, ça c'est 2000 2.2.1. Si on veut joindre ce serveur qui est là, en fait lui, il faut qu'il comprenne qu'il va falloir qu'il fasse du 624 aussi. Mais à destination, non pas d'un routeur dont l'IP est contenu dans l'IPv6, non pas un routeur dont l'IPv4 public sur Internet V4 est contenu dans l'IPv6 de destination, mais c'est un paquet à destination de lui, parce que c'est un paquet générique, on va dire. C'est de l'IPv6 générique, c'est pas de l'IPv6 en 2002, quelque chose. C'est de l'IPv6 hors du 2002/16. Ça, c'est pas contenu. Alors, on va faire comme les matheux, on va les imiter. N'appartient pas, il me semble que c'est comme ça qu'on fait, à 2002/16. 2002.2.1 n'appartient pas à 2002/2.2.16. Donc c'est hors du scope 624 qu'on a vu tout à l'heure. Mais ce routeur peut être configuré, parce qu'on n'a pas le choix, à faire du 624 pour tout ce qu'il veut. Enfin, tous les paquets IPv6 que l'on veut router. Mais du coup, on ne sait pas à qui l'envoyer, parce que là, l'adresse du routeur là, elle n'est pas encodée là-dedans. Donc ça doit être rentré en dur en fait, ou d'une manière ou d'une autre. Mais du moins, il faut qu'on connaisse un routeur qui veuille bien nous amener sur l'internet V6. Et ça s'appelle un relais. C'est un routeur, lui il a accès à V4 et à V6, mais il a accès à V4 public et à V6 public, à l'internet V6.
Alors que ce routeur-là, il a accès à l'Internet V4 public, mais de l'autre côté, sa patte V6, elle est dans un îlot qui n'est pas connecté à Internet. Et en fait, on le connecte sur Internet de cette façon-là. On le connecte sur Internet en lui donnant l'adresse d'un relais. Alors ce relais, historiquement, il avait comme adresse, systématiquement, une adresse réservée qui était 192.88.99.1. Et du coup, en gros, on faisait de l'Anycast, c'est-à-dire qu'on envoyait le paquet à une adresse partagée par plusieurs routeurs dans le monde. Et en gros, c'est le plus proche qui nous répond. Alors, le plus proche, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, souvent, c'est des routeurs qui étaient chez les FAI. Et donc, du coup, quand les routes vers ce routeur-là étaient annoncées quand le FAI nous annonçait ses routes. Ou du moins, quand on passait par une passerelle par défaut, le réseau du FAI savait router le paquet vers l'un de leurs routeurs relais. Ça a plein de problèmes parce qu'en fait, il y a des relais qui marchaient plus en fait apparemment. Alors, bon, j'allais dire j'étais pas né, c'est pas vrai, j'étais né, mais j'étais pas trop dans le réseau à l'époque. Et en fait, on avait des relais qui marchaient plus. Et là, si le relais marche plus, en fait, on n'a plus accès à Internet. Alors que c'est un relais, ça peut être notre FAI, ça peut être un autre FAI, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un relais public simplement, porté, je sais pas, par une université ou quasiment par un particulier. Et donc, en fait, ce mécanisme de 624 est pas fiable. Donc, ça a été banni, ça. Ça, finito. On n'utilise plus 192.88.99.1. D'ailleurs, est-ce que la RFC mentionne cette IP ? 192.88. Non, elle la mentionne pas. Alors, je sais pas dans quel RFC c'est mentionné. J'ai pas regardé avant. On peut peut-être rechercher. Ah. 192. Alors par contre, faut mettre un point d'interrogation, sinon il va essayer le... Ah, quoique. Ouais, c'est ça. 192, 88, 99.1. Alors tout le slash 24 a été réservé pour ça. Ah voilà, il sait le résoudre, cet imbécile. Normalement, il faut mettre un point d'interrogation devant. Voilà. Adresse réservée, deprecating the Anycast prefix. Voilà, on voit qu'il y a une RFC, alors beaucoup plus récente, qui date de 2015. Connection machin via cloud. Et du coup, on voit que... Alors, c'est pas ça. On voit qu'elle obsolète la 3068. Mais la 3068... Ah voilà, et Anycast prefix for 624 relay router. En fait, ça c'est finalement une sorte d'extension de la RFC de tout à l'heure qui décrit cette fameuse adresse en 192. Voilà. Le préfixe complet, SH24, est ici. Et du coup, l'adresse Anycast de ces routeurs-là, c'est celle-ci. Ok. Ça, c'est déprécié pour ces raisons-là. Et donc, il y a une RFC qui dit que c'est déprécié. La voici. Voilà, problème opérationnel. Alors, on pourra lire ça. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, si ça va. Mais en gros, must not be reassigned. Et en gros, le préfixe en question a été déprécié. On ne l'utilise plus. Du coup, ça nous laisse la possibilité simplement de configurer ça en dur. Alors, ce qui n'est pas terrible. Et c'est pour ça que 624, même si la RFC n'est pas dépréciée, c'est plutôt déprécié. On n'utilise pas trop ça. En fait, on va utiliser une extension de 624 qui s'appelle 6RD. Alors, c'est très compliqué d'écrire avec en même temps 6RD. Alors, 6RD, c'est encore une RFC. Alors, s'il y a vraiment des nouveaux en réseau,
les RFC, c'est un peu la Bible en fait. C'est les versets de la Bible. C'est-à-dire que ce sont les documents de standardisation de l'IETF, l'Internet Engineering Task Force. Donc en gros, c'est des consortiums de constructeurs réseau, de chercheurs, etc. Chez Facebook, chez Google, etc. qui se réunissent et qui standardisent Internet, tout simplement. Ça permet l'interopérabilité, ça permet d'avoir un Internet qui marche et qui soit interopérable. Et grâce à ces RFC, comme elles sont en accès libre, on a vraiment accès aux standards du réseau. J'insiste là-dessus parce que je fais juste une digression là-dessus. Contrairement à d'autres normes, par exemple la NFC 1500 là, pour les travaux d'électricité, notamment domestiques. On peut pas la consulter la norme, il faut payer, etc. C'est pénible. Là, l'IUTF met à disposition les normes gratuitement et librement. Il n'y a pas besoin de créer de compte, il n'y a pas besoin de mettre sa carte bancaire ou quoi que ce soit. Contrairement à d'autres organismes de standardisation. Je pense par exemple à l'I3E qui standardise Ethernet, Wi-Fi et tout. On n'a pas accès à la norme Ethernet comme ça. Il faut être constructeur ou il faut payer. Voilà. C'est pas la même mentalité chez l'IUTF. Et en fait, on a vraiment accès aux standards gratuitement, librement. Là, je tape RFC temps et je tombe directement sur le standard, sur la norme. Ce qui me permet de comprendre en profondeur les mécanismes qui font Internet. Donc, s'il y a des gens qui regardent, qui sont intéressés par le réseau, la RFC, alors c'est compliqué à lire au début parce que voilà, il y a 15 colonnes, enfin c'est quelque chose qui fait un peu peur au début, mais par contre, c'est toujours rédigé de la même façon, il y a toujours des mots-clés, une structure et tout. Et c'est le standard tel qu'il doit être appliqué par les éditeurs, les constructeurs de routeurs, etc. Donc comprendre la RFC, ça permet de comprendre assez finement les détails d'implémentation en fait. Et c'est la Bible. Alors, certains constructeurs ne les implémentent pas correctement, volontairement ou pas. Souvent, ils essaient de faire leur sauce à eux en disant ouais, mais c'est mieux, mais en fait, pas tellement. Il y a une exception historique, c'est Cisco. Cisco, ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient et en fait, leur travail était tellement bien que les RFC ont découlé de leur travail. Mais ils ont déjà fait leur truc de leur côté propriétaire et ensuite ça a été standardisé. Maintenant, beaucoup de constructeurs essaient quand même de s'aligner sur les RFC. Je pense à Juniper, je pense à Aruba. Pas Aruba, enfin si Aruba, mais Arista aussi, qui proposent des implémentations très fines, enfin très proches du standard. Et donc, quand on s'intéresse à un sujet, lire les RFC, ça nous permet de le comprendre dans ses détails. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus lisible. La présentation, c'est des schémas ASCII, etc. C'est un peu compliqué. Mais maintenant, sur le site de l'IETF, on peut voyager de RFC en RFC en regardant cette RFC, quels autres RFC elle a mis à jour, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, il y a une RFC qui définit 624 et il y a une RFC qui définit ces adresses Anycast dont on parlait tout à l'heure, là, celle-ci. Et ensuite, il y a une RFC qui dit en fait, non, on fait pas ça. Donc, tout ça pour dire que je ne sais pas s'il y a une RFC qui bannit 624, mais ce que dit Cisco, c'est globalement, c'est déprécié. Et on passe maintenant sur un autre mécanisme défini dans la RFC. Encore une 50 9 69 qui est 6RD. RD pour Rapid Deployment.
Voilà. L'idée, c'est que, en fait, c'est le même fonctionnement que Six24. Je vais pas refaire mes schémas. Ce schéma-là suffit. Mais il n'y a plus cette histoire de 2002/16. Ça, c'est fini aussi. Et en fait, c'est chaque FAI qui va proposer un préfixe qui lui appartient. Donc un préfixe routé publiquement, routable publiquement, qui lui appartient. Et du coup, le préfixe 2002 n'est plus utilisé. Alors, on peut toujours l'utiliser parce que pour moi, la RFC n'est pas vraiment obsolète. Mais dans la pratique, les FAI qui veulent implémenter du 624, en fait, ils font du RD à la place. Donc, ils n'utilisent plus le préfixe 2002, ils utilisent un préfixe qui leur appartient. Alors, comment on calcule du coup l'IP du pair que l'on veut joindre via d'autres mécanismes. On peut éventuellement aller voir ce que dit la RFC là-dessus parce que je la connais pas. RFC 5969. Ah bah tiens, il y a le blog de Borsmeyer qui en parle. Oula, il met du binaire comme ça. Bon. Plusieurs mécanismes ont été normalisés pour assurer le passage d'un protocole à l'autre. Le mécanisme 6RD, initialement décrit dans le RFC 5569, qui est décrit là, est un de ces mécanismes. Alors, voilà, c'est ce que je dis. 6RD modifie le 624 de RFC 3056, dont on a parlé tout à l'heure, pour garantir un chemin de retour systématique au paquet IP. 6RD permet à un FAI de vendre un service IPv6 alors que son réseau interne est essentiellement IPv4. Donc ici, en fait, si on reprend le schéma, c'est pas forcément Internet, mais c'est le réseau d'un FAI qui veut connecter deux sites. Donc imaginez, vous êtes FAI et vous n'avez pas encore déployé IPv6 sur tout votre backbone. Parce que c'est très long, c'est très cher à faire. On se met dans les années 2000. Hein. Mais malgré ça, vous voulez avoir un avantage sur la concurrence et proposer un service d'interconnexion IPv6. C'est là où vous mettez en place du 6RD. RD permet à un FAI de vendre un service V6 alors que son réseau interne est V4. Il est surtout connu pour être la technologie déployée par Free à partir de décembre 2007. Donc Free, comme je disais tout à l'heure, a quand même très très souvent, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, été assez novateur sur ces questions réseau. Aujourd'hui, ils font du SRv6. Ils l'ont fait en premier, je crois. Donc, c'est pas forcément étonnant. Et donc, c'est intéressant de savoir que c'est Free qui a déployé ça massivement dès 2017. On va continuer de lire le blog parce qu'il est intéressant. En fait, j'étais jamais tombé dessus. Je vous conseille ce blog. Hein, c'est Stéphane Borsmeyer qui le tient. Bien connu des gens qui vont à FRNOG. Alors, s'il existe plusieurs mécanismes de coexistence d'IPv4 et d'IPv6, c'est parce que les besoins sont différents. Donc oui, on a vu il y a des tunnels manuels, on a vu qu'il y avait du 6RD, on a vu qu'il y avait du 624 et on verra qu'il y a encore d'autres choses avec ISATAP et aussi avec NAT 64, NAT 64. Certains FAI ont un réseau interne entièrement V6 depuis de nombreuses années, comme Nerim. Connais pas. D'autres n'ont pas encore commencé le déploiement. Parfois, le FAI est en avance sur ses clients. Parfois, c'est le contraire, comme c'était le cas pour Free, où de nombreux utilisateurs réclamaient V6 depuis longtemps. Il existe donc une variété de techniques de coexistence V4-V6. RD se positionne pour le cas où le FAI n'a toujours pas migré la totalité de son réseau en V6, a une connectivité V6 externe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des routeurs de chez Free, par exemple, qui ont accès à l'Internet V6, et des adresses V6 allouées par un RIR. Donc l'opérateur est propriétaire d'adresses V6. Du moins, elles lui sont allouées. On ne peut pas vraiment parler de propriété, mais elles lui sont allouées. Donc on parle bien d'adresses publiques, routables sur Internet. À certains clients qui réclament une connectivité V6 et de préférence contrôle le routeur situé chez ses clients. Donc c'est le cas des box. La section 1 du RFC décrit ainsi comment Free a migré vers 6RD fin 2007. Alors évidemment, mettre à jour le logiciel de la Freebox et ajouter les serveurs relais en sortie. Donc ça c'est manuel. Free a ajouté manuellement les
relais dans sa box. Ça veut dire que la box, sa patte de sortie vers Internet était V4, mais elle avait une configuration qui lui permettait d'encapsuler des paquets V6 sur le réseau V4 à destination d'un relais qui était renseigné sans doute en dur, ou du moins récupéré dynamiquement par je sais pas quel protocole, j'en sais rien. Mais il n'y a pas eu besoin de toucher au DSLAM, donc en fait les concentrateurs ADSL ils géraient pas V6 et ils gèrent toujours pas V6, ou du moins à l'époque ils géraient pas V6, donc pas besoin de changer le réseau de terrain en fait, ça c'est cool. La section 2 revient plus en détail sur le cahier des charges. Casser le cercle vicieux courant avec IPv6 où les FAI n'installent pas IPv6 parce que leurs clients ne le demandent pas, ou les clients ne se mettent pas à V6 parce que peu de FAI le transmettent. En gros, ça c'est souvent en IPv6 qu'on a ce problème. C'est que les FAI ils font pas d'efforts pour déployer V6 parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de sites qui sont en V6, de sites web hein, par exemple. Mais du coup, les sites web ils font pas d'efforts pour être en V6 parce que personne fait du V6. Voilà. Et donc, bon, aujourd'hui ça change, on progresse petit à petit dans le déploiement d'IPv6, mais il y a vraiment un cercle vicieux là-dessus où les gens ils font pas d'efforts pour déployer parce que de toute façon les autres font pas d'efforts pour déployer. Ouais. Le protocole idéal semblait être 624, qu'on a étudié tout à l'heure. Simple, déjà mis en œuvre, y compris en logiciel libre et sans état. Sans état, ça veut dire que, comme il le dit, chaque paquet est traité indépendamment. Le routeur il ne retient rien. Le routeur de bordure là qu'on a vu ici, pour faire son 624, pour encapsuler, il n'y a pas de maintien d'état. Il y a le tunnel, le tunnel n'a pas d'existence en dehors des paquets, en dehors du data plane, il n'a pas d'existence le tunnel. Il n'y a pas un maintien d'état, il n'y a pas une connexion TCP qui est mise en place, et il n'y a pas de mémoire des paquets qui sont passés, un peu comme on pourrait avoir avec le NAT par exemple. C'est quelque chose de sans état. Et ça c'est bien parce que ça permet d'être efficace. Partout où on peut, quand on est dans un backbone, on évite les protocoles à état parce que ça demande beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'IP est sans état. Un routeur sur internet il n'a pas d'état, il voit un paquet arriver, il route et il l'oublie instantanément. Il n'y a pas de notion de retenir l'état du paquet. Est-ce que le paquet est passé là? Est-ce qu'il y a une connexion qui est faite? On garde rien du tout en mémoire en fait. À l'inverse d'un firewall qui lui n'est pas en cœur mais plutôt en edge, en bordure, qui lui doit pour sa fonction de firewall garder un état en mémoire. Mais un routeur sur internet lui garde jamais d'état. Et du coup c'est bien que 624 fonctionne sans état. C'est intéressant. On en était où? Il passe bien à l'échelle. Il passe à l'échelle notamment parce qu'il est sans état. Et en plus, il est implémenté dans du libre. Mais il a des limites, notamment le fait que le retour du paquet n'est pas garanti. La machine avec laquelle on communique va chercher son propre relais 624 et ne va pas forcément en trouver un. Bah oui, en fait, si lui, il envoie un paquet à lui, il se dit bon, ok, je te fais confiance, mais lui, si ça se trouve, son relais, il répond plus. Et là, on est mort. Le paquet, il va partir, il va jamais arriver. RD est une modification de 624 pour utiliser comme préfixe non plus le préfixe 624, donc le 2002/16 dont on parlait tout à l'heure, mais un préfixe par FAI. Voilà. C'est ce que je disais, c'est le FAI qui a son propre préfixe. Ainsi, le FAI doit désormais lui-même installer des relais. Il ne peut plus se reposer sur des relais existants, mais en contrepartie, il contrôle complètement le routage, y compris sur le chemin du retour. Et on se retrouve dans un cas plus classique où les routeurs servent ses clients, ou ces routeurs servent ses clients. En fait, c'est ça, la différence avec 624, c'est que les relais, là, en 6RD, ils appartiennent au FAI. Et du coup, c'est le FAI qui est responsable du service qu'il apporte à ses clients. Alors qu'en 624, les relais étaient publics. Et du coup, les FAI n'étaient pas obligés d'en avoir à eux. Et on se basait sur des relais externes.
qui appartenaient à d'autres FAI ou à des, je sais pas, des universités ou quoi. Et ça, effectivement, c'est problématique. Parce que si le fournisseur de service arrête de fournir leur service, ben les clients n'ont plus accès, les clients du FAI qui payent pour avoir un service IPv6, ben, n'ont plus accès à IPv6 au final. Donc SixRD rebat un peu les cartes et force les FAI à maintenir eux-mêmes finalement toute la cohérence du routage en tenant jusqu'à aboutissant pour garantir l'IPv6 au client. Et moi, c'est comme ça que je comprends. On peut se poser la question de savoir s'il s'agit vraiment d'IPv6 natif. Sans doute pas, le paquet circule dans le réseau de Free encapsulé en V4, ce qui réduit sa MTU à 1480 octets. Les 1500 moins les 20 octets dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, du coup, on est sur un protocole très proche du 624. Il y a les machines sur le réseau local du client. Elles parlent V6 nativement dans ce réseau. Donc ici, on a une Freebox par exemple. On a un PC qui fait de la V6 native. Ça veut dire que les paquets naturels qu'envoie ce PC-là sont des paquets IPv6. Les CPE, donc la box, le Customer Provider Edge, qui doivent parler 6RD pour traduire dans les deux sens, et les relais, en bordure du réseau du FAI. Chez Free, ce sont des PC Unix qui devraient être remplacés par des Cisco fin 2010. Alors, je sais pas de quand date l'article, et ben de 2010. Alors, aujourd'hui, le réseau de Free est IPv6. Hein. Je pense qu'ils n'utilisent plus ça dans la Freebox. 624 soulève traditionnellement des gros problèmes de sécurité documentés dans les RFC 3964. Security Consideration for 624. Alors ça serait à lire, c'est intéressant, je sais pas pourquoi on a des problèmes de sécurité à ce niveau-là. Les acteurs sont les machines sur le réseau local du client. Qu'est-ce que je raconte? 6RD en supprime certains si l'implémentation suit les recommandations de la section 5 et effectue les vérifications demandées. Mais on peut toujours usurper des IP. Ouais, d'accord. Et c'est intéressant parce que le déploiement de 6RD, donc Rapid Deployment, chez Free a permis à la France de faire un bond dans les statistiques IPv6 comme l'a montré le rapport de Lorenzo Coliti. Not found. Très bien. Ok, bon, intéressant. Donc voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 6RD, c'est un 624 où on donne à l'opérateur la responsabilité totale de la tunnelisation, en fait. L'opérateur devient... C'est lui qui maîtrise ses propres relais. Donc voilà un peu pour les mécanismes de tunnel en ce qui concerne soit les tunnels manuels, soit les tunnels avec une sorte d'automatisme par l'intermédiaire d'un préfixe ou par l'intermédiaire d'un préfixe fixé pour tout le monde ou fixé par opérateur. Ok. Il y a d'autres types de tunnels. Si on revient un petit peu ici, on peut mentionner les tunnels ISATAP. Allez, j'essaie d'écrire comme ça cette fois-ci. Ça sera plus propre. ISATAP, ça parle peut-être à ceux qui ont fait du vieux Windows. C'est un moyen de monter un tunnel dans le cas, comme on a ici, où on a une partie de notre réseau qui est V4, une partie de notre réseau qui est V6. Donc là, on parle vraiment de réseau interne, uniquement. On parle plus du tout d'Internet. Pour moi, ISATAP n'est pas du tout routable sur Internet. L'idée, c'est que le PC, là, il a une adresse IPv4. On va dire 192.1.12/24.
Et il va... D'ailleurs, je vais pas faire ça, je vais faire plus simple, parce que sinon ça va être pénible à écrire en hexa. Il va y avoir une IP en 10.0.1.2/24. Ce PC veut joindre un serveur qui lui est en V6. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, la passerelle de ce PC là, elle est V4. C'est lui. C'est ce routeur là. Ça c'est V4. Donc PC il n'a pas le choix, il est obligé de parler en V4. Mais il veut parler à ce serveur en V6. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se créer lui-même. Donc là, c'est plus au niveau des routeurs qui vont monter les tunnels entre eux comme on a vu tout à l'heure. C'est le PC en lui-même qui va automatiquement, contrairement du coup à un éventuel tunnel GRE ou autre, le PC va automatiquement monter une adresse V6. Alors qui commence par 64. Là aussi on a un préfixe alloué. FF. Et ça va être 9B. Et ensuite, il va concaténer. Je raconte n'importe quoi. Je suis en train de confondre avec le NAT. Autant pour moi, c'est pas ça. Il va prendre le préfixe. Je recommence. Le PC va s'attribuer une IP tout seul. Donc là, il n'y a pas de neighbor discovery comme on peut avoir avec un vrai réseau IPv6. Parce qu'on n'a pas de routeur IPv6. On va prendre le préfixe de notre entreprise qui va par exemple être 2001. 2001 A, B, C. Ouais. Et on va concaténer. Ça doit être 0, 5, F, E, F. Je vais pas l'écrire comme ça. F, E, F. Et là, on va écrire son adresse IPv4. Donc A, 0, 0, 1, 0, 2. Bon, A c'est 10. Hein, en hexa. Ok? Ouais, c'est ça. Donc, ça c'est la partie V4 en fait, qui est issue de sa vraie adresse. Ok? Ça, c'est le préfixe. Enfin, le préfixe. Non, c'est pas un préfixe. C'est... ça correspond à ISATAP. Et ça correspond... Oh bah d'accord. Ah oui. Ça correspond au site. C'est l'adresse du site. Donc nous, en fait, on va prendre notre IPv4 et on va lui greffer le sort de préfixe ISATAP et ensuite, bah, on va utiliser le réseau du site. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Bah, en fait, quand on veut envoyer un paquet à lui, il va avoir une IP. Hein. On va dire que l'IP de ce serveur-là, ça va être, on va reprendre la même IP de site 2001. C comme serveur. Et ben on va faire un paquet IPv6 dont la source sera cela, la destination sera cela, et on va l'encapsuler encore une fois dans un paquet IPv4 de la même manière que Six24. Donc tram Ethernet, tram Ethernet. Oula. IPv4. Pour info, c'est le protocole ID 41 qui va nous permettre de mettre de l'IPv6 au-dessus. Et ensuite, on a l'application. Je sais pas pourquoi je pars en biais comme ça. C'est application. Et là, c'est 4, c'est pas 6. Ok. La source, c'est ça. La destination, c'est ça.
Mais alors, on va l'encapsuler et on va l'envoyer où? Et bien en fait, on va l'envoyer à notre endpoint ISATAP. Et notre endpoint ISATAP, typiquement, ça va être le cœur de réseau. Le cœur de réseau qui est là, qui lui fait du V4 et du V6 et qui nous permet d'aboutir, on a encore un tuyau comme tout à l'heure, notre paquet IPv4 à cet endroit-là. Et le paquet va être décapsulé et envoyé ici. Et lui, pour nous répondre, eh ben, il met notre adresse IPv6 dans son paquet retour en destination. Ça arrive naturellement vers le routeur. Et là, le routeur, il se rend compte que c'est de l'ISATAP parce qu'il voit ce truc-là. Le 00005FEF. Et il sait qu'après ça, on a une IPv4. Et du coup, il va être capable de créer un paquet IPv4 à ce niveau-là, avec comme destination 10.0.1.2. Et du coup, ce paquet IPv4, il est routable sur notre réseau IPv4 et il va arriver sur notre PC. Ça, c'est ISATAP. Donc, c'est un peu le même principe finalement que 624 dans l'encapsulation. Maintenant, c'est pas du tout le même contexte. 624, on est plus sur un réseau d'opérateurs qui veut mettre en place de l'interco entre ses clients ou proposer de l'interco IPv6 à des clients IPv6 sur un backbone IPv4. Ici, on est au sein d'un site, donc on n'est plus forcément chez un opérateur, on est plus dans un contexte d'entreprise. C'est le PC qui, tout seul, va se donner les moyens de faire de la V6 en montant un tunnel vers un routeur qui en est capable. Encore une fois, c'est un routeur sans état. L'information est contenue dans la charge, pas dans la charge utile, dans le data plane. L'information utile, c'est-à-dire 0.5 FEF et du coup l'IP en hexa, l'IPv4 en hexa, ça c'est l'information utile qui va nous permettre de comprendre ce qu'on doit faire avec le paquet. Il n'y a pas de protocole de contrôle autour, il n'y a pas d'annonce de route, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment le paquet, il est autosuffisant pour permettre l'encapsulation. Et du coup, ça c'est assez intéressant. Alors, ISATAP a été proposé sous Windows 7, je crois. Est-ce que j'ai plus de détails là-dessus? Je sais plus. Oui, après il y a des détails sur comment est-ce qu'on trouve l'IP de l'endpoint. Ça peut être en dur ou alors, apparemment, on pouvait par DNS. Et le standard c'était isatap. Le DNS de l'entreprise. Donc ça c'était standardisé apparemment. ISATAP c'est plus utilisé aujourd'hui, il me semble. On a eu également, alors oui, ISATAP, il y avait un problème, c'est que ça passait pas le NAT. Et malheureusement en IPv4 on a souvent recours au NAT. Toredo a été mis au point pour passer le NAT. Et là en fait on va encapsuler dans de l'UDP. L'UDP, du coup, ça passe le NAT parce qu'on est au-dessus de la couche 4. Voilà pour les mécanismes de type tunneling. Mais c'est pas tout. On a aussi des mécanismes de translation. La translation, hop, on va passer là. Finalement, ça va ressembler à rien. La translation, c'est autre chose. La translation, c'est le NAT. Alors attention, là je l'écris en rouge parce que le NAT. Habituellement, le NAT, c'est utilisé en IPv4 pour combler le manque d'adresse. Hein. Donc, l'idée du NAT, je le rappelle rapidement, c'est qu'on a l'IPv4, enfin l'Internet V4, on va dire, un routeur ici, et un autre réseau V4. Et en fait, là-dedans, on va mettre des PC avec des adresses qui ne sont pas routables sur Internet. Des adresses qui sont réservées, et on retrouve notamment 192,
mettons 1.10. Ça, c'est une adresse qui n'a pas le droit de se balader sur Internet. C'est une adresse privée qui est systématiquement droppée dès qu'elle arrive sur Internet. Si on essaie de communiquer avec ça sur Internet, globalement, on va se faire instantanément dropper. Ces adresses ont été réservées pour l'usage du NAT en fait, pour l'usage dans un réseau privé. Attention, privé, ça ne veut pas dire personnel. IPv4 a été conçu IPv4 a été conçu pour que tous les périphériques soient routables, aient des adresses publiques. Donc, dans le monde des années 80-90, chaque PC avait une adresse IPv4 publique. Ça paraît bizarre aujourd'hui parce que tout le monde est complètement habitué au NAT et au réseau dit privé, mais c'était normal en fait. Et c'est comme ça qu'a été conçu IP, et c'est comme ça qu'est toujours conçu IP avec V6. En V6, vous avez une adresse publique qui est routable sur Internet. Vous n'avez pas une adresse privée. Ça, c'est hyper important de le comprendre. On est très habitué aujourd'hui au NAT, et avec le sort de sentiment de sécurité que ça procure d'avoir une adresse privée, mais en réalité, alors on pourra en rediscuter dans un autre stream, mais c'est pas du tout le but du NAT de masquer le réseau. Le but du NAT, c'est de faire en sorte de mettre plusieurs adresses, un nombre quasiment arbitraire d'adresses, derrière une publique, pour faire face au manque d'adresses publiquement routables. Parce qu'avec 4 octets, on a 256 puissance 4 possibilités, et ça fait environ 4 milliards d'adresses. C'est peu. Et c'est peu, c'était assez dans les années 80 ou 90, mais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment très peu. Avec IPv6, on a, je crois, de puissance 128 adresses, ce qui est colossal. On n'a plus ce problème-là. Donc, on peut se permettre de donner une adresse IPv6 à tout le monde. Fin de la parenthèse. Le NAT, ça sert à ça. Donc, le NAT, quand un paquet va sortir sur Internet, l'adresse de sa source va être remplacée par l'adresse publique qui est là, qui va être, mettons, 1, 2, 3, 4. Comme ça, le serveur qui est ici, il va recevoir non pas un paquet avec comme source 192.168.1.10, mais comme source 1, 2, 3, 4. Du coup, il va pouvoir répondre, parce que 1, 2, 3, 4, c'est routable. Le routeur qui reçoit la réponse au paquet qu'a émis le serveur, il va se rappeler du paquet qui avait été émis initialement. Et du coup, il va être capable de le balancer dans l'autre sens, en retranslatant l'adresse destination du coup de 1, 2, 3, 4 vers 192.168.1.10. Donc d'un côté, on a source 192.168.1.10, destination, mettons lui c'est 8888, comme ça. Source ceci, destination cela. Quand on passe ce routeur là, la source se transforme en 1, 2, 3, 4, la destination reste 8888. Et quand on revient dans l'autre sens, la source est 8888, la destination est 1, 2, 3, 4. Puis on repasse de l'autre côté, la source reste 8888, la destination passe 192.168.1.10. Ça, c'est la base du NAT dynamique, qui est utilisé sur toutes les box IPv4. Ça pose plein de problèmes, mais c'est pas le sujet. On peut s'inspirer de ce fonctionnement pour IPv6. On appelle ça le NAT 64 ou 6.4. Alors, c'est juste une facette du NAT. Là, je vous ai présenté globalement un quart de ce qu'on peut faire en termes de NAT. Mais l'idée n'est pas de faire un cours sur le NAT. En NAT 64, on va se dire, si on est capable de translater comme ça,
d'une IP vers une autre IP, ben en fait on va translater d'une IPv6 vers une IPv4. Et finalement, on va avoir hop, un routeur, un internet IPv4 avec un serveur qui est en 1, 2, 3, 4. Voilà. Et un site IPv6 avec un PC dont l'IP va être, mettons, 2001, 2.2.2. Ok. Bon, là évidemment il y a des routeurs. Hein. On est sur Internet. Alors, comment ça va marcher exactement? Ah pardon, j'ai pas vu les messages. Comment il fait pour se souvenir? Ping ping 0500. Comment il fait pour se souvenir de quoi? Est-ce que tu peux préciser où tu en étais? Parce que du coup j'ai pas vu le message quand il a popé. Faudrait que je mette le chat sur mon écran principal en fait. En app dynamique, il se souvient grâce à une table qui maintient, tout simplement. Alors, je veux pas trop rentrer dans les détails ici parce que le NAT ça peut vite être très compliqué. Mais en gros, il va retenir le tuple source destination, enfin IP source IP destination pour source port destination. C'est comme ça qu'il va identifier un flux et c'est comme ça qu'il va s'en souvenir. Le problème c'est que deux PC internes peuvent parler au même serveur avec le même port source. Et du coup on a un conflit parce que le port source, enfin le port destination, mettons ça sera 443 pour du HTTPS. L'IP destination, ben, ça peut être la même. Si deux PC veulent parler à Facebook, ben, on a la même IP destination, le même port destination. Et post-translation, on aura la même IP source. Et si j'utilise le même port source, eh ben on aura deux flux qui seront complètement identiques une fois sur Internet. Et là, on ne peut pas lever l'ambiguïté de à quel flux appartient quel flux. Et donc pour ça, on va changer le port quand on constate qu'il y a deux flux identiques. Voilà. Je sais pas si je suis clair et c'est pas trop le sujet, mais c'est l'idée. Donc il va se souvenir grâce à une table où il va retenir les sessions en fait. Il va retenir les sessions qu'il va voir passer. Et d'ailleurs, dans une certaine limite, je peux donner une anecdote à l'UTT Arena. Quand j'étais au réseau, on avait saturé une box comme ça, une box orange, parce qu'il y avait beaucoup trop de sessions qui étaient montées. Et en fait, la box, elle natait 400 joueurs. Et en fait, on a explosé. Il y avait tellement de sessions, parce que 400 joueurs, 400 IP, ça veut pas dire 400 sessions. Parce que chaque IP va faire une dizaine, voire une centaine de sessions à la fois. Il suffit de se connecter à quelques sites, de lancer un jeu en même temps, être sur une appli de messagerie ou quoi, et très très vite on va avoir énormément de sessions qui vont se lancer. Donc on avait 400 fois 10, 20, peut-être 100 sessions. Et là la box ne tenait plus et des sessions droppaient en fait. Elle était plus capable d'absorber de nouvelles sessions. Mais donc le NAT se base vraiment sur IP source, IP dest, port source, port dest, et on a une table d'association qui fait correspondre un flux sortant d'un flux entrant. Donc quand on voit arriver un paquet, on regarde source destination, enfin IP source, IP dest, port source, port dest, et on sait l'associer à un flux existant. Parce qu'on l'aura pré-rempli en fait, quand le paquet est sorti. Quand le PC sort comme ça, la table se remplit, on fait la translation pour que quand le paquet va dans l'autre sens, arrive dans l'autre sens, on se dit ah oui, cette association je la connais et donc ben je connais l'IP que je dois aller translater. Et ça c'est dans du V4. Dans du V6 ça sera un peu différent parce que
on va faire cohabiter finalement une IPv6 et une IPv4. Et ça, c'est pas naturel du tout, parce que IPv6 et IPv4 sont deux protocoles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont non compatibles entre eux, non interopérables, qui ont des propriétés différentes, des fonctionnements différents. Donc, on va forcément devoir faire des compromis quand on fait ça. Néanmoins, on le fait quand même, et on se dit, on est capable d'intercepter un paquet, d'être destination d'un paquet IPv6. On est capable d'être destination d'un paquet IPv6 et de prendre le contenu de ce paquet IPv6 et de le mettre dans un paquet IPv4. Donc là où tout à l'heure, si je refais mon stack de protocole, on avait, Ethernet, ça on s'en fout un peu, c'est pas trop le sujet. IPv4, IPv6, et ensuite les applications, donc TCP, etc. On avait ça tout à l'heure. Donc au début, on n'avait pas ça. On a intercalé IPv4 pour pouvoir être routable sur Internet. Ok. Là, c'est pas ça qu'on fait. Là, on a ça, IPv6 et les applis. Bon, par app, en vrai, je vais mettre TCP. Enfin. Et appli. TCP ou autre. Hein. Et là, on va traduire ça en Ethernet. Ethernet ou autre, mais peu importe. IPv4, TCP et appli. Ok. Donc, cette partie-là, évidemment, ne change pas. Donc, c'est bien ce que je disais, c'est qu'on va prendre la charge utile ici du paquet IPv6 et on va la mettre dans un paquet IPv4. Et donc, on va complètement effacer ça et on va le remplacer par l'IPv4 du routeur qui est à cet endroit-là. Voilà. Encore une fois, on va perdre des options, on va perdre des trucs parce qu'IPv6 permet de faire plus de choses qu'IPv4, ça les fait différemment, etc. Mais globalement, on va essayer de s'aligner. On va essayer de rendre les choses compatibles. Alors, il y a un petit souci, c'est que, imaginez, on a un serveur, ici, 1, 2, 3, 4, qui est un serveur public dont l'IP c'est dont le DNS est toto.fr. Ok, ça c'est toto.fr. Et toto.fr il n'a pas d'IPv6. Notre PC là, il va faire une requête DNS V6, donc AAAA. Une requête AAAA, c'est une requête DNS dans l'optique d'obtenir une adresse IPv6. Un enregistrement A, c'est IPv4. Un enregistrement AAAA, c'est IPv6. Donc le PC, il se dit, moi je veux joindre toto.fr. Bon, moi je parle IPv6. Donc je fais une requête DNS vers AAAA. Enfin, une requête DNS de type AAAA. Le problème, c'est que toto.fr, il existe, il a bien une IP, mais c'est pas de chance, c'est pas une V6. Du coup, on lui répond pas, alors qu'on est capable on a du NAT, donc on est capable de sortir sur V4. Mais s'il demande une IPv6, parce qu'il pense parler à un monde V6, il aura jamais de réponse. Parce que là, je précise bien, hein, quand on tape sur 1, 2, 3, 4, on a une translation qui est faite. Elle est faite dans ce sens-là. Notre IP source se transforme en l'IP public V4 qui est là. Ça va sur le monde V4, ça revient. Mais quand on revient ici, l'adresse source, c'est pas 1, 2, 3, 4. Et justement, on va voir ce que c'est. Parce que l'adresse source, finalement, lui, quelle IP il doit mettre pour que ça arrive sur 1, 2, 3, 4 ? Comment il peut savoir quelle IP il doit mettre
pour que ça arrive sur 1, 2, 3, 4. Il sait pas la joindre. Cette IP n'existe pas dans le monde V6. Alors, on sait translater, mais lui, il sait pas aller là. Et c'est là où DNS intervient justement. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre serveur DNS, bah, il va mentir un peu. Notre serveur DNS, on lui a demandé un AAAA. Et en fait, lui, il voit qu'il n'y en a pas de AAAA. Ça mène nulle part. Par contre, il voit qu'il y a un enregistrement A pour toto.fr. Il se dit, bah oui, l'enregistrement A, c'est 1, 2, 3, 4. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répondre une fausse adresse V6 à ce PC-là. Et cette fausse adresse, elle aura la forme suivante. C'est là où je me suis planté tout à l'heure et j'ai un peu spoilé. Elle va commencer par 64 ff 9b. Et après, on va mettre l'IPv4. Il me semble que c'est ça. On met l'IPv4. Net64. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. 01 02 01 02. Je recommence. 01 02 03 04. Encore une fois, ça c'est 1 2 3 4 en hexadécimal. Je récapitule. Ce PC veut parler à toto.fr. Il envoie une requête DNS de type AAAA à son serveur DNS. Son serveur DNS constate qu'il n'existe pas d'enregistrement quadruple A pour toto.fr, mais qu'il en existe un de type A, donc de type IPv4. Il se dit, bon, on sait faire la translation IPv4 V6, mais par contre mon PC là, il parle que V6. Du coup, on lui répond une fausse adresse de type, enfin écrite sous la forme 64 ff9b. Ça c'est le préfixe IPv6. Le préfixe IPv6 64 ff9b/96, il sert à ça. Et on concatène du coup l'IPv4 en question. Ouais, d'accord. L'IPv4 réel qu'on a été chercher dans notre enregistrement de type A. Personne ne porte cette IP là. On est d'accord. L'IP 64 ff9b 2.2.01020304, il n'y a aucune machine qui la porte. C'est une IP factice. Mais quand notre PC va joindre notre routeur, le routeur va translater notre paquet et la destination, il va être capable de la retrouver. La destination à utiliser, il va se dire, ah bah c'est 1, 2, 3, 4. Parce qu'il va voir que le paquet est de type, enfin, est préfixé par 64 ff9b, le paquet destination. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Et ben le 2001 2.2.2, qui est l'IP d'origine de notre PC, il va la transformer en l'IP qui est là. On va dire que c'est, je sais pas, 10, 11, 12, 13. C'est l'IP public du routeur. Donc le 2001 2.2.2, il va le transformer en 10, 11, 12, 13. Ça sera vrai pour tous les PC V6 qui seront là. Si on a 14 PC, chacun prendra ce type là quand il sortira. Et l'IP destination qui était 64 ff9b 01020304 va se transformer en 1, 2, 3, 4. Parce qu'on est sur le préfixe 64 ff9b, qui est un préfixe réservé à cet usage-là. Ok ? Le serveur va recevoir la requête, va y répondre. Lui, il se rend compte de rien. Hein. Il n'est absolument pas au courant qu'on est sur du V6. Parce qu'ici, on est vraiment sur du V4. Il va répondre tout simplement avec comme source 1, 2, 3, 4 et comme destination 10, 11, 12, 13. Le routeur, lui, il se souvient, par le mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure, de ce flux.
et il va retraduire dans l'autre sens à destination de 2001.2.2 et l'IP source va redevenir 64 FF9B 01, 02, 03, 04. Ça, c'est pour que le PC retrouve ses petits. Pour que le PC se dise ah bah oui, c'est la réponse au paquet que j'ai émis tout à l'heure à destination de 64 FF9B 01, 02, 03, 04. Donc on va le retraduire dans l'autre sens. Ça, c'est du NAT 64 dynamique. Il y a une version statique où en fait on va avoir une IP publique V4 par PC V6. Donc mettons, on a 3 PC V6, et ben on va avoir 10, 11, 12, 13 qui va être mappé sur celui-là, 10, 11, 12, 14 qui va être mappé sur celui-là, et 10, 11, 12, 15 qui va être mappé sur celui-là. Ça, c'est une autre façon de faire du NAT, c'est du NAT 1 pour 1. Mais c'est extrêmement consommateur en IPv4 en fait. Et vu le prix des équipes PV4 aujourd'hui, vu qu'il y a une pénurie, on fait généralement du NAT dynamique. Le NAT dynamique est stateful, c'est-à-dire qu'il se souvient de l'état, mais on a, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, parce que une box à la maison elle fait du NAT stateful. On a aussi du NAT stateless, où là il n'y a pas d'état, et justement c'est IP bindé sur chaque IP. Donc si on a 14 PC, on a besoin de certes 14 IPv6 de notre côté, ça c'est pas un problème, les IPv6 on en a à volonté, mais on va avoir besoin de 14 IPv4 côté internet. Et ça c'est très très coûteux. Aujourd'hui en tout cas. Donc généralement on va plutôt faire, d'ailleurs c'est pas vraiment dynamique le mot, c'est plutôt stateful. Voilà pour le NAT. Voilà globalement comment ça se passe. Encore une fois, d'après ce que j'ai compris, hein, le but c'est pas de faire un vrai cours là, c'est plus de faire de remettre un petit peu les éléments sur la table et d'essayer de raconter pas trop de conneries. Alors, il y a une devise que j'ai lue tout à l'heure sur un PowerPoint de Cisco. En gros, ça va être ouais, ça va être un peu illisible parce que je sais pas écrire, mais dual stack when you can. Donc en gros, quand on peut, on fait du dual stack. C'est le plus propre. Dual stack, j'en parlais au tout début. On a chaque PC dans notre réseau a une IPv4, une IPv6. Tout notre réseau sait faire de l'IPv4 et de l'IPv6. Et on est connecté à un internet à la fois IPv4 et IPv6. Aujourd'hui, c'est la norme quasiment partout. Parce que IPv4 est très très répandu, mais on a encore certains équipements, soit des vieux équipements, soit des équipements industriels dont la pile réseau est éclatée au sol, qui ne font pas ce genre de... qui n'implémentent pas d'IPv6. Où là, on est obligé de ruser avec des trucs. Mais dual stack when you can. Tunnel. When you must. En gros, quand on doit, qu'on n'a pas le choix, on fait du tunnel. Et translate. Only. When you have a gun to your head. En gros, ne faites de la translation, donc du NAT, que quand on vous pointe un flingue sur la tempe. C'est bon, c'est un peu caricatural, mais en vrai, le NAT, c'est dégueulasse. C'est une bidouille, c'est une bricole qui a été inventée pour pallier au manque d'adresse IP, V4. Il y a des gens qui veulent absolument faire du NAT en IPv6 parce qu'ils sont tellement trop habitués au fonctionnement d'un réseau local avec du NAT en V4 qu'ils pensent que c'est la norme. Non, la norme, c'est pas de NAT et c'est un adressage public jusqu'au PC en fait.
Et encore une fois, c'est pas un problème de sécurité. Vous avez un pare-feu qui vous protège. Le rôle l'équipement qui implémente de la sécurité, c'est le pare-feu, c'est pas le NAT. Du moins, la fonction de sécurité n'est pas remplie par le NAT. Même si le NAT a des conséquences sur la sécurité, ce n'est pas de la sécurité à proprement parler. Et on le constate, aujourd'hui, les PC, ils ont une adresse IPv6 publique. Vous pouvez faire le test chez vous. Si vous avez de l'IPv6, vous faites un ipconfig ou un IPA sous Linux et vous aurez des adresses IPv6. Alors forcément une FE80, ça c'est l'adresse locale, mais également une adresse probablement en 2000 quelque chose. 2000, 2001 ou autre. 2003. Ou ça peut être complètement autre chose. Ça veut bien dire que si vos PC ont une adresse IP publique, si votre opérateur permet ça, c'est que ça pose pas de problème majeur de sécurité. Voilà. Alors pour finir, on a différents modèles de déploiement. Ça correspond un peu à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'il y a 3 modèles de déploiement. Il y a le dual stack. Parce que là on a vu les technos, mais maintenant comment est-ce qu'on architecture le truc? On a vu le dual stack. Là j'ai un message. Après le NAT, on a aussi le CGNAT. Ah oui, CGNAT. Alors c'est intéressant de faire un point là-dessus. Oui et non, parce que c'est pas le sujet. Et je voulais pas forcément que ce stream dure 3 heures. CGNAT, oui. CGNAT, on se dit, bon, en fait, on est tellement en dèche d'IPv4 que derrière une IPv4, on ne va plus mettre un seul client, on va en mettre plusieurs. Donc en gros, avant, on avait le NAT où globalement on a un routeur, on a une IP ici et on a un réseau ici. Donc on associe un réseau à une IP. En gros, en CGNAT, on va avoir plusieurs réseaux qui vont se partager la même IP, avec potentiellement des IP qui vont s'overlapper ici. Donc on aura plein de fois 192, 168. Ici, ici, ici. Et elles vont toutes partager la même IP publique quand elles sortent sur Internet. C'est encore plus crade. Free a fait ça. Free fait toujours ça, je crois. C'est du carrier grade NAT. Donc c'est vraiment du NAT d'opérateur. Et en fait, on va découper l'espace de port cette fois-ci. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait faire alors on appelle ça de l'overload. En gros, changer le port destination quand on constatait qu'il y avait un conflit. Là, en fait, on va prendre le port source et on va systématiquement le changer pour le faire correspondre à une plage qui correspond à notre réseau. Donc en gros, ici, mettons, on a 4 réseaux CGNAT. Et notre espace d'adresse de port source, mettons, ça c'est nos ports sources. Ça commence à 0, ça finit à 65 535, je crois. On va couper en 4. Et on va se dire, je sais pas, ça fait combien ça? Pas une calculette là-dessus? Calculette. 65 536 sur 4. Ça fait 16 384. Donc là, on est à 16 384. Un PC qui parle ici, on a un PC ici, il va utiliser un port, mettons le port 30092. Et en fait, on va se dire, non, 30092, on va le remapper là-dedans. Et lui, il y a un autre PC qui est là, qui va parler sur un autre port, on va le remapper là-dedans. Entre 16 384 et 16 384 x 2. Et là, on a un troisième PC dans un troisième réseau. Et en fait, son port source, on va le remapper là. Et du coup, on va identifier le réseau local quand le paquet va venir en retour en fonction du port destination du paquet retour. S'il est là, s'il est là, s'il est là, s'il est là. C'est comme ça, ouais, Free fait ça. Alors SFR, SFR c'est pas un exemple en termes de réseau. Hein. Bref, on va passer les détails.
Ça s'appelle du CGNAT, c'est vraiment très très vilain au niveau... Alors, on va dire c'est très malin, mais ça casse complètement la façon dont est conçu IP, et c'est ça qui est gênant. Tout ça, c'est pour faire face au manque d'adresse IP V6 et au fait que IPv6 met vraiment du temps à se déployer. Mais aujourd'hui, on fait de plus en plus d'IPv6. Faites un IPconfig sur votre machine, vous verrez, vous en aurez. Très probablement. Si vous êtes en fibre surtout. Certains opérateurs tardent un petit peu sur la DSL. Le préféré, du coup, c'est le dual stack. Tout le monde est V6 et V4, donc tout peut cohabiter avec tout. Le deuxième mode de déploiement, c'est hybride. Avec hybride, on est dans un cas un peu nul où on a des équipements V4 et des équipements V6 ou des équipements plutôt dual stack. Donc on est dans une situation transitoire où on a de la V4 qui traîne encore en plus de la V6. Alors on aura toujours de la V4 qui traîne parce que tant qu'Internet ne sera pas complètement en V6, on aura besoin de la V4. Il y a toujours des équipements vieux, etc. qui font de la V4. Mais là, on se dit, il y a une partie de notre réseau, une partie de notre backbone qui est uniquement V4, qui ne sait pas du tout faire de V6, et pourtant, on veut commencer à déployer du V6. Donc transitoirement, on va mettre en place des tunnels, on va mettre en place de l'ISATAP pour arriver à une cohabitation des deux. Faire passer des paquets IPv6 sur un réseau IPv4 en underlay. Le dernier mode, c'est Service Block. Dernier mode de déploiement. Où là, en fait, on va carrément installer une bulle dédiée pour V6. Et on va mettre en place des tunnels entre les PC qui font du V6 ou du V4 et ce nouveau monde. Donc en fait, on va avoir un PC. Il va être dans une bulle V4. Et nous, on va déployer une bulle V6 à côté qui est connectée à l'Internet V6 par exemple. Et nous, là, on est connecté à l'Internet V4. Comme ça. Et en fait, du coup, on va avoir en gros un routeur là. Et ce PC là, il va monter un tunnel vers ce routeur là pour sortir sur V6. Mais via une nouvelle infra dédiée en fait. D'après ce que j'ai compris de Service Block, c'est ça. Les docs sont pas toujours hyper clairs là-dessus. Et donc on va utiliser du dual stack, on va utiliser des ATAP, on va utiliser des tunnels manuels éventuellement. Pour que si on veut sortir en V4, c'est natif, c'est par là. Si on veut sortir en V6, on va tirer parti du réseau V4 pour nous amener vers le réseau V6. Et on va encapsuler nos paquets de cette façon-là. Typiquement avec ISATAP. Ou si on est avec des routeurs intermédiaires comme ça qui savent faire du V6. Et éventuellement du 6RD ou des trucs comme ça. Si là au milieu on doit passer par un vrai backbone V4, on peut imaginer de faire ce genre de choses. Donc voilà, 3 modes de déploiement. Dual stack où là tout est V6 et V4. Hybride où on a des équipements V4 au milieu d'un réseau qu'on aimerait passer V6. Et service block où on crée une nouvelle bulle 100% V6. Et les PC qui sont pas dedans, on va leur faire monter des tunnels pour qu'ils soient virtuellement dedans. C'est du VPN quelque part. Voilà pour les différents modes de déploiement d'IPv6. Alors je vais regarder si je peux pas vous montrer des schémas un peu plus jolis. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ok. Alors normalement... Ouais, c'est bon. Hop là. Magie. Bon, ici c'est un schéma un peu plus joli de 624 où on a notre réseau V6 local. On passe par un Internet V4 ou un backbone V4 d'opérateur avec des routeurs 624 et on a un relais pour aller sur l'Internet V6. Voilà. ISATAP, on va dire que ça correspond à ça. Donc ici,
on a un PC V6 qui utilise un réseau V4 pour monter un tunnel pour accéder à un endpoint ici pour faire sortir sur un V6 natif. Ici, les tuyaux bleus, c'est du V6 et les tuyaux rouges, c'est du V4. Enfin, les tuyaux, les liens. Ça, c'est les ATAP, c'est l'illustration des ATAP. Donc, on a un cœur qui est, pas un cœur, un bout du réseau ici qui est 100% V4 et on a un bout qui est dual stack. On va monter un tunnel vers le bout qui est dual stack pour pouvoir parler en V6. Encore une fois, j'ai l'impression que la musique est étrange. Non, ça va. En fait, j'entends pas la musique parce que j'ai pas encore de casque. Enfin, je peux pas brancher mon casque à ma carte son pour l'instant. Donc, je suis un peu en roue libre là. La translation, etc. Ça, on l'a vu. Donc, pour réviser, le client, il demande h2.example.com à un DNS 6.4. Lui, il le demande au serveur DNS. On lui répond une adresse IPv4 qui traduit avec 64 FF9B. Donc, on voit C0, c'est 192. 00, c'est 0. 02, c'est 2. 01, c'est 1. Et donc, lui, ensuite, il se dit, voilà, je peux envoyer un paquet à cette adresse-là. Je m'adresse à exemple.com. Et lui, il va reconnaître, il va extraire l'adresse IPv4 qu'il voit ici, qui est ici écrite en hexadécimal, et il va l'envoyer sur le serveur web. Et lui, il va répondre, et on va retraduire dans l'autre sens. Voilà. Et au niveau des modèles de déploiement, en gros, il y a ça. Alors, je sais pas pourquoi ça s'affiche si mal. Voilà. Le dual stack, tout est dual stack, c'est tranquillou. L'hybride, on a un bout en dual stack et donc on monte des tunnels ISATAP. Et le service bloc, on passe par une bulle dédiée pour accéder à Internet V6. Voilà comment ça se passe en gros. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas s'il y a encore des viewers. Quoi qu'il en soit, ça fait 2 heures. C'était le timing que que j'avais imaginé au début. Donc je vous propose de vous arrêter là, sauf si vous avez des questions supplémentaires. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé. Je sais pas encore si je posterai cette vidéo sur YouTube. C'était le tout début, donc pas forcément hyper fluide. Et on peut se dire du coup à la semaine prochaine pour un autre sujet. Je sais pas encore ce que ce sera. Et à bientôt.